je m'appelle Pierre-Henri Gouillon et je suis agronome de formation. Je me suis occupé de génétique. Mais en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'était d'essayer de comprendre comment l'évolution avait produit les êtres vivants tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. C'est assez extraordinaire de voir à quel point il y a des gens qui disent que tout est bien fait, alors qu'en fait, il y a plein de trucs mal foutus là-dedans. On ne peut pas dire qu'un être vivant, ça soit un truc vraiment optimisé. Mais il y a quelque chose de formidable quand même dans cette explosion de vie qu'il y a eu sur la Terre. Et donc voilà, ça c'est mon sujet, c'est le truc qui fait que j'ai envie tous les matins de venir au labo pour essayer de réfléchir à ça, de comprendre, d'en discuter avec d'autres, pas seulement dans mon labo, mais au niveau international. Voilà, alors ça il y a un deuxième aspect, c'est que ces questions, elles n'ont pas d'application industrielle directe, mais elles ont des applications sociales et qui peuvent même toucher l'industrie, puisqu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec la biodiversité, qu'est-ce que c'est déjà, et qu'est-ce que c'est pas. Alors ce que c'est pas, c'est une collection de timbres, ce que c'est un truc dynamique qui bouge tout le temps, et du coup ça change des choses sur la façon dont on peut réfléchir à la gestion de nos actions vis-à-vis de la nature. J'aime pas parler de gestion de la nature, mais on peut se gérer soi-même vis-à-vis de l'impact qu'on a sur la nature et sur la biodiversité dans des domaines divers, y compris agricoles, avec cette agriculture industrielle infernale qui bousille tout à l'heure actuelle sur la planète et qui emploie des moyens de plus en plus déloyaux comme les OGM pour empêcher que la nature reste vivante. Alors, il y a deux aspects qui concernent directement quelqu'un qui s'occupe de l'évolution sur Terre, dans l'atmosphère, mais dans une démarche out of atmosphère, parce que la première, qui est bien connue et qui est assez évidente, c'est que, enfin qui est assez évidente a posteriori, c'est que quand on regarde la planète de l'extérieur, les photos qui sont revenues de la Lune, des missions Apollo, etc., ça a été des images qui ont profondément marqué ma génération, qui les a vues arriver en direct, et les générations futures aussi, parce que maintenant tout le monde a vu la planète bleue. Donc notre monde, quand on le regarde de l'extérieur de l'atmosphère, eh bien on le voit vraiment comme quelque chose de précieux et de rare, de fragile, de joli. C'est beau ce bleu dans le noir et le blanc du reste de l'univers, vu de la Lune au moins. Donc ça a énormément changé notre perception de la planète et notre vision d'une finitude, notre vision de quelque chose qu'on doit protéger contre nos actions. Imaginez qu'un homme tout petit comme ça par rapport à la Terre puisse agir dessus, c'est un peu étonnant, il a quand même fallu s'en persuader. Et donc ça c'est le premier point qui a créé un concernement entre le spatial et le terrestre. Et l'autre aspect, c'est la question de y a-t-il d'autres terres ou d'autres planètes habitées out of notre atmosphère, hein. C'est-à-dire que peut-être il y a d'autres atmosphères ailleurs, et à ce moment-là ça amène à la question comment aurait pu naître une vie ailleurs, qu'est-ce que c'est que la vie, comment je la reconnaîtrais si j'étais sur une planète où c'est pas la même vie qu'ici, et ça m'amène même à la question comment est apparue la vie ici, parce que tout compte fait comprendre comment peut apparaître la vie ailleurs, ça ne peut pas se faire sans se demander comment elle est apparue ici. Alors ça c'est un domaine qui s'appelle l'exobiologie, donc qui touche aussi bien à la vie ailleurs que à l'apparition de la vie sur Terre. Et qui est un sujet que j'adore parce que c'est un sujet où on est obligé de réfléchir et où on ne peut pas se faire bouffer par la technique dans la mesure où il n'y a aucun moyen d'étudier la vie ailleurs puisqu'on ne l'a jamais trouvé. Donc on est obligé de penser, ce qui n'est pas si courant que ça en recherche, parce que en recherche, particulièrement en biologie, il y a tellement de techniques maintenant que souvent les chercheurs n'ont plus le temps de penser du tout. Et donc voilà un sujet, qu'est-ce que c'est que la vie, comment je reconnaîtrais un être vivant, on n'est pas tous d'accord là-dessus, hein. Et en tout cas, pour moi, un être vivant, c'est quelque chose qui est finalisé vers la reproduction d'une information. Donc ça peut paraître un peu ésotérique comme ça, mais on a une information génétique et nous sommes des structures finalisées vers la reproduction de cette information génétique, et c'est à ça qu'on reconnaît être vivant, c'est qu'il a l'air d'être fait pour quelque chose. Voilà, donc tout ça, ça amène à se dire que c'est bien en dehors de notre atmosphère que peut-être se trouverait, si on arrivait à décrire d'autres vies que la nôtre, qu'est-ce qu'elles auraient de commun avec la nôtre? Ça serait une question fascinante. J'ai peur qu'on n'y arrive jamais entre nous, hein, parce que voir des planètes, ça va, mais voir un être vivant dessus, c'est encore autre chose. Mais enfin, en tout cas, ça me fait rêver.